Good morning. Le juge président, bonjour à tous. La Chambre s'apprête à rendre sa décision orale relative aux questions qui ont été soulevées hier par le Conseil représentant le témoin. Je vais la lire lentement pour permettre aux interprètes de faire leur travail. La Chambre, après avoir examiné la requête formulée par le Conseil règle 77 du témoin P46, je fais référence à l'écriture confidentielle 810, et après avoir entendu les observations des parties, rend la décision suivante. S'agissant de la requête formulée par le Conseil juridique, savoir que l'entièreté de la déposition du témoin soit entendue à huis clos, eu égard à la règle 74, la Chambre note que c'est le procureur qui avait conseillé à la Chambre ou qui avait informé la Chambre que la déposition du témoin P46 était susceptible de soulever des questions d'auto-incrimination. Conformément à la règle 74, paragraphe 8, dans de telles circonstances, la Chambre peut octroyer des mesures prévues à la règle 74, 7 pour l'ensemble ou une partie de la déposition de ce témoin. Comme l'a fait observer l'accusation, le témoin abordera un certain nombre de sujets dans le cadre de sa déposition qui ne nécessiteront pas ou qui ne soulèveront pas de questions d'auto-incrimination. Par conséquent, la Chambre estime que les mesures sollicitées sont disproportionnées eu égard au principe fondamental de la publicité des débats. La Chambre a également pris note du protocole d'accord confidentiel entre la République de Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale, où il est prévu d'accorder des immunités aux témoins comparaissant devant la Cour. À la lumière de ce qui précède, la Chambre considère qu'il est approprié de limiter le passage à huis clos de la déposition du P46 au seul passage de sa déposition qui sont susceptibles de l'auto-incriminer. La Chambre note que lorsque la déposition est entendue partiellement à huis clos en application de la règle 74.8 du règlement de procédure et de preuve, et que les mesures de protection en prétoire ne sont pas justifiées, la divulgation de l'identité du témoin ne peut pas être évitée. Et par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle 74.7b dans la mesure où l'identité du témoin est connue. En conséquence, et conformément à la pratique établie de la Cour, le recours au huis clos partiel sera autorisé au cas par cas, selon les besoins et les circonstances de la déposition. S'agissant de la requête tendant à octroyer des garanties générales et globales au témoin 46 en application de la règle 74 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre, en se fondant sur sa pratique établie, accordera des garanties au titre de la règle 74 à ce témoin dans le cadre global des instructions qui seront données au témoin en début de déposition. Le Conseil de permanence au titre de la règle 74 et les parties interrogeant le témoin auront la responsabilité d'alerter la Chambre à chaque fois qu'une question en particulier ou qu'une série de questions nécessite un passage à huis clos partiel. Pour ce qui concerne la requête
Rappelant l'accord survenu entre la Cour et la Côte d'Ivoire, la Chambre note que cette question déborde du cadre qui est celui du Conseil de permanence et que, de surcroît, cet accord est confidentiel. Par conséquent, la Chambre ne fait pas droit à cette requête. L'ampleur et la portée de la garantie qui sera octroyée par la Cour est définie clairement par la règle 74, paragraphe 3. Enfin, s'agissant de la requête tendant à ce que des mesures immédiates soient ordonnées afin de préserver la confidentialité des documents relatifs à l'audition du témoin P46 auprès du bureau du procureur, la Chambre note que ces documents sont déjà classifiés confidentiels et que, par conséquent, ils ne peuvent pas être divulgués au public. Hormis à des fins de confrontation du témoin, ce qui peut être fait, du moins pour partie, en salle d'audience. Donc aucune mesure supplémentaire n'est requise afin de préserver la confidentialité de ces documents. En conséquence, la Chambre rejette cette requête présentée par le Conseil de permanence règle 74. Well, I don't know why I used at page 2, line 10, the word draft. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot draft, projet d'accord, draft agreement en anglais. En fait, il s'agit de l'accord en bonne et due forme. Il ne s'agit pas d'un projet d'accord. Page 2, ligne 10 de la version anglaise. J'ai évoqué donc draft agreement, mais en réalité, il s'agit d'un accord. Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, j'aimerais prendre 5 minutes pour expliquer la décision de la Chambre aux témoins. OK. Le juge président, très bien. Nous allons reprendre à 10 heures précisément, 10 heures pile. J'informe donc la greffière et nous souhaitons que le témoin soit déjà dans le prétoire. 10 heures pile. So, good morning once again. Good morning. À nouveau, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Je pense que votre conseiller vous a expliqué les détails. C'est exact, n'est-ce pas? Vous avez reçu les conseils nécessaires? So you feel... Le juge président. Est-ce que cela vous convient? Vous êtes à votre aise? Tout à fait. Thank you. Le juge président, merci. Ceci étant, avant de commencer l'interrogatoire par le bureau du procureur, qui sera suivi par l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, j'ai quelques questions à vous poser et quelques informations à communiquer. D'abord, je voudrais connaître votre identité. Donc, pourriez-vous nous donner votre nom, votre lieu de naissance, votre nationalité et votre profession actuelle? Je m'appelle Bredou Mbia. Je suis né le 20 avril 1955 à Tangola. Je suis ivoirien et je suis policier. Vous êtes encore et toujours policier? Si oui, quel est votre grade? Monsieur le Président, je suis toujours policier. Je ne suis pas encore à la retraite. Je suis administrateur général de la police nationale.
Thank you very much. Merci beaucoup. Et nous continuerons à vous appeler Monsieur le témoin et nous ne vous interpellerons pas par votre nom. C'est notre habitude d'ailleurs de s'adresser au témoin en disant Monsieur le témoin. Je vais vous donner quelques informations maintenant sur les grandes questions que nous avons abordées, entre autres l'auto-incrimination. Vous avez à vos côtés un conseiller juridique qui est là pour vous conseiller sur les questions légales. C'est ce qu'il a déjà fait d'ailleurs. Le procureur nous a fait savoir qu'il serait adéquat de mettre en application les garanties qui sont prévues dans la règle 74. Et d'ailleurs, votre avocat est présent à vos côtés. Et s'il devait y avoir une inquiétude au cours de votre témoignage, il sera en mesure de vous parler, d'aborder toutes ces questions avec lui puis avec la Chambre, et nous réagirons en fonction. La Chambre, de toute façon, vous garantit que dans l'application de la règle 74.3 de notre règlement, votre témoignage ne sera en aucune mesure utilisé, que ce soit directement ou pas, contre vous, dans quelque procédure ultérieure qui pourrait avoir lieu ici, dans cette même cour, sauf dans l'application de l'article 70 et 71, qui sont outrage à la Cour si vous deviez ne pas dire la vérité. S'agissant des relations avec la Côte d'Ivoire, tout ceci est couvert par le protocole d'accord avec la Côte d'Ivoire. Alors, si des questions devaient vous être posées qui pourraient entraîner votre auto-incrimination, ceci sera abordé à huis clos. Et les réponses seront gardées confidentielles. Les parties qui vous interrogent sont chacune responsables des questions qu'elles vous poseront. Dans les questions donc, qui pourraient amener à cette auto-incrimination, elles sont tenues de demander le huis clos partiel et votre conseiller juridique peut intervenir à tout moment s'il le juge nécessaire. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans cette règle 74. Bon, s'agissant de l'utilisation des langues, vous allez témoigner en français, certes. Et nous devons nous assurer que tout le monde puisse bien comprendre ce qui sera dit, que ce soit oralement ou que ce soit par écrit, à savoir donc par les interprètes oralement et par les sténotypistes qui vont retranscrire ce que vous déclarez. Ceci sera fait en français et en anglais. Aussi, il est essentiel que vous parliez au même rythme que moi maintenant, à savoir lentement. C'est ce qui permet d'ailleurs cette bonne interprétation et cette bonne retranscription de toutes les paroles prononcées par chacun d'entre nous. Et c'est d'autant plus nécessaire lorsque les questions vous sont posées en français parce que vous aurez spontanément tendance à réagir directement. Il faut toujours attendre un petit temps entre la fin de la question qui vous est posée et le début de votre réponse. Est-ce que vous me comprenez bien? Monsieur le Président, je vous ai bien compris. In any case, I will be always alert. Et de toute façon, je serai toujours
très conscient de ce problème de temps et je ferai signe s'il est nécessaire de ralentir. S'agissant de votre témoignage maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes constitués ici, au niveau de la Chambre, pour procéder au procès contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et vous-même, vous êtes là pour aider la Chambre dans sa recherche de la vérité. Vous êtes un témoin de la vérité et non pas le témoin de l'une ou l'autre des parties au procès. Et donc, la seule chose qu'il vous incombe de faire, c'est de dire la vérité. Et à cette fin, la loi vous demande de prêter serment. Aussi, je vous invite à lire cette déclaration, ce serment que vous avez sous les yeux et qui nous est imposé par la règle 66.1 du règlement des preuves. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Merci beaucoup. Et une toute dernière information avant de donner la parole au bureau du procureur, qui sera celui qui va commencer l'interrogatoire, c'est de vous informer que un faux témoignage est un crime à l'encontre de la Cour et sera puni. Vous comprenez bien ce que cela veut dire, j'imagine. Tout à fait, Monsieur le Président. Okay, thank you very much. So with Merci beaucoup. Très bien. Je crois qu'avec 24 heures de retard, à peu près, nous commençons cet interrogatoire par le bureau du procureur et à cette fin, je cède la parole à Monsieur MacDonald. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous reçois très bien. Très bien. Alors, comme le président l'a mentionné, je vais vous appeler Monsieur le témoin tout au long de la procédure, car c'est effectivement la façon dont nous procédons avec chacun des témoins. Peu importe qui sont ces témoins. Je vais vous poser des questions en français, mais je vais m'adresser à la Chambre en anglais lorsqu'il y aura des débats entre les parties ou s'il y a des informations à donner à la Chambre. Donc, vu que nous parlons en français et que tout est traduit pour la Chambre, vous voyez que je parle lentement. C'est pour permettre aux interprètes de faire la transcription. Je ne veux pas revenir sur tout ce que M. le Président a dit au niveau de la procédure, mais ce qui va être très important pour nous, c'est d'éviter tout chevauchement. Donc, je pose la question, on opère une pause et vous répondez. Et suite à cela, je pose les questions suivantes. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à exécuter lorsqu'on est dans l'action de poser des questions et d'y répondre. Pour débuter, j'aimerais revenir sur votre biographie professionnelle. Je comprends que jusqu'à tout récemment, vous étiez
inspecteur général de la Police nationale de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Alors, c'est bien cela. Et depuis 3 ans, je ne suis plus inspecteur général. Ça a évolué, je suis administrateur général. D'accord. Et je comprends que cette fonction s'est terminée récemment. Pourriez-vous nous dire la date, s'il vous plaît? J'ai cessé ma fonction de directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire depuis le 11 janvier 2017. Très bien. Alors revenons en arrière. Au moment de, nous savons tous ici qu'au moment de la crise post-électorale, donc vous étiez directeur général ou de la Police nationale de Côte d'Ivoire. On va y revenir sous peu. Mais donnez peut-être certains détails biographiques, les études que vous avez faites, comment vous en êtes venu, la gradation de vos différentes positions, le cheminement, pardon, de vos différentes positions avant de devenir donc directeur général de la Police nationale. Merci. J'ai fait l'école primaire dans mon village, Angolan. Après l'entrée en 6e, je suis venu au collège Kiriman à Bengourou. De 70 à 114. De 114 à 77, j'étais au séminaire à Yopougon-Kouté. 77 après le bac, j'ai fait l'université, faculté de droit d'Abidjan. À l'époque, il y avait une seule université. En 1980, je suis rentré à l'école des officiers de police. En 1987, je suis retourné à l'école de police, cette fois-ci à l'école des commissaires. Après avoir fait en 1982-83 l'école des forces armées dans sa version réserve des officiers armés, et j'ai commencé ma fonction de policier en 1984. En 1984, j'étais au commissariat central d'Abidjan, comme je l'ai dit, jusqu'en 1987, quand je rentrais à l'école des commissaires de police, à l'école nationale de police. Donc, je suis sorti en 1989 de la formation des commissaires. Et cette fois-ci, j'ai exercé à la police judiciaire jusqu'à 1999. En 1999, après le coup d'État, je suis resté 2 mois à la maison avant d'être rappelé comme préfet de police adjoint de la préfecture de police d'Abidjan. Après, là nous sommes en 2000, j'ai été nommé préfet de police de Yamoussoukro. J'ai fait 11 mois. Après, j'ai été directeur des unités d'intervention de la police nationale. J'ai fait 6 ans. Après avoir été directeur des unités d'intervention de la police nationale, je suis reparti comme préfet de police d'Abidjan. Après, directeur général adjoint de la sécurité publique. Et depuis 2008, j'ai été directeur général de la police jusqu'à janvier 2017. Je vous remercie.
Très bien. Juste pour que les dates soient indiquées au dossier, je comprends que vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur. Dans un premier temps, le 9 septembre 2011. Est-ce que vous vous rappelez de cette première rencontre, le 9 septembre 2011? La date exacte du 9 septembre, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'en 2011, j'ai rencontré effectivement les enquêteurs du procureur. Et vous avez eu l'occasion, dans le cadre de votre préparation ici au sein de l'unité des victimes et des témoins, je comprends, de relire votre déclaration que vous aviez donnée au bureau du procureur. Quand je dis déclaration, c'est le terme que nous utilisons au bureau du procureur et non procès verbal d'audition. Cette déclaration débute le 23 novembre 2011. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Tout à fait. Et je comprends aussi qu'elle s'échelonne sur quelques jours. C'est exact. J'aimerais revenir donc juste brièvement sur votre carrière. Très brièvement, juste pour un point de clarification. En 2005, précisément, au moment de la création du SECOS, quelles sont vos fonctions? Oui, ça a été une omission. Effectivement, en 2005, j'étais le directeur des unités d'intervention, comme je vous ai dit. C'est la période entre 2000 et 2008. Et dans la même période, parallèlement, j'assumais les fonctions de commandant adjoint du SECOS. Je comprends fort bien que cette omission peut s'expliquer par, pourriez-vous nous rappeler les groupes qui forment le SECOS? Alors, le SECOS, il y avait des policiers, des gendarmes et des militaires. Et vous êtes l'adjoint du commandant Gaby au Gaby point. C'est exact. J'ai été l'adjoint du commandant SECOS jusqu'à 2008, quand j'ai été nommé. Non, pas plutôt 2008, mais plutôt quand j'ai été nommé comme préfet de police d'Abidjan. Quand j'ai été nommé préfet de police d'Abidjan, j'ai cessé de fonctionner au SECOS. Nous savons, vu que nous sommes sur le sujet du SECOS, je vais évidemment, vous allez voir lors de mes questions, je procède dans une certaine logique, mais des fois je fais une pause sur certains sujets immédiatement. Le SECOS, nous savons que c'était pour lutter contre le banditisme et la grande criminalité, je crois, le terme utilisé, mais pourriez-vous nous indiquer qu'est-ce qui a motivé la création du SECOS en 2005? Alors, le SECOS
c'est pour lutter contre la grande criminalité. Si vous voyez bien la date 2005, nous étions en pleine crise. La police qui devait s'occuper de la criminalité urbaine n'avait pas l'équipement nécessaire. Donc, elle devrait travailler de façon permanente avec la gendarmerie. Et comme la gendarmerie n'avait pas aussi suffisamment de moyens, elle a été appuyée par l'armée. C'est pour ça que les trois unités travaillaient ensemble. J'aimerais maintenant me déplacer et continuer. Et donc, en étant le directeur général de la police au moment des faits dont s'intéresse cette Chambre, nous avons l'occasion d'avoir le patron. Pourriez-vous nous décrire donc la police en Côte d'Ivoire? Quel était son rôle? Quelle était sa mission? J'avoue que je n'ai pas bien compris décrire. Vous voulez un organigramme ou bien la mission? Ce que nous appelons dans notre jargon la structure, l'organigramme, nous allons y revenir sous peu. Mais revenons au niveau des principes. Donc, quelle était la mission de la police? Merci. La police a pour mission de protéger la population et de protéger leurs biens. Voilà la mission principale de la police. Which we know. Le juge président, chose que nous savons. Y avait-il des missions sous-jacentes également tombaient sous la responsabilité de la police? La police est une institution républicaine. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et j'avoue que je ne sais pas s'il y avait une autre mission qui est sous-jacente. Ce que je sais, c'est ce que je vous ai dit. Très bien. Pourriez-vous nous expliquer la distinction entre les responsabilités de la police, ou donc la mission de la police, et la mission de la gendarmerie? Comme je vous disais tantôt, la police a pour mission de protéger la population et leurs biens en zone urbaine. La gendarmerie, qui est rattachée au ministère de la Défense, c'est-à-dire des militaires, a pour la même mission à 80%, c'est-à-dire protéger la population et leurs biens, mais en zone rurale. Voilà la différence entre la police et la gendarmerie. Alors revenons, ou poursuivons, pardon, avec la question de l'organigramme. Le directeur général de la police nationale, donc que vous étiez, le poste que vous occupiez, vous rendiez compte à qui?
directeur général de la police nationale rend compte Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et à l'époque des faits, donc de la crise, je comprends que c'était M. Guirielou. Alors, ça dépend de quelle période on se place. Si c'est juste à partir de 2010-2011, effectivement, c'est M. Guirielou. Et à votre connaissance, le ministre de l'Intérieur répercute ou rend compte à qui? Le ministre de l'Intérieur est un membre du gouvernement. Il assiste au Conseil des ministres, présidé par le président. Il a lui-même nommé son ministre et donc, évidemment, il rend compte au président de la République. Très bien. Lorsque nous descendons dans l'organigramme vers le bas, expliquez-nous un petit peu le fonctionnement et on va le voir évidemment avec l'utilisation de plusieurs documents au cours des prochaines heures. Alors, je comprends qu'il y a une direction générale de la police nationale. Comment est organisée la direction au niveau l'organisation des postes au sein même de la direction? La direction générale a un cabinet dirigé par un chef de cabinet. Et outre le cabinet, vous avez 3 directions générales adjointes. Direction générale adjointe chargée de la sécurité publique, qui a pour mission de coordonner les activités des unités d'intervention et des préfectures de police. Il y a également la direction générale adjointe chargée de la police judiciaire, qui coordonne les activités de la police des stupéfiants et drogues, la police criminelle et la police économique et financière. La 3e direction générale adjointe s'occupe de la police, la direction générale adjointe chargée de la police scientifique. Dans le cas qui nous intéresse... Excuse me, Le juge président, un instant. Les interprètes souhaiteraient que ce tableau soit affiché à l'écran, si possible. Monsieur MacDonald, c'est un tableau que j'ai préparé moi-même. Je me ferai un plaisir d'envoyer une copie aux interprètes pour les aider à faire leur travail. Nous allons le faire dans les instants qui viennent. Un instant, je vous prie, je vais demander à notre gestionnaire chargé du dossier. Il y a différents tableaux, je veux m'assurer qu'elle leur envoie la bonne version. Le président, oui, bien sûr. not the right, but the same. Le président, l'idée, ce n'est pas d'envoyer la bonne version, mais juste la version que vous utilisez vous-même. Thank you. Please go ahead. Le président, je vous remercie. Veuillez poursuivre. Monsieur MacDonald, merci. Monsieur le président, avec votre permission, puis-je avoir un instant, s'il vous plaît?